Bienvenue à tous, nous sommes ici à Dakar dans le studio de B-News International pour une émission spéciale de Washington Forum. Au menu donc de ce Washington Forum, la situation politique au Sénégal à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2024. Même si la Coupe du monde de football semble faire ombrage à la politique, les chaudes empoignades entre députés du pouvoir et ceux de l'opposition dans une Assemblée nationale en pleine session budgétaire font les choux gras de la presse sénégalaise. Alors que la présidentielle de 2024 approche à grands pas, des organisations de la société civile appellent à l'apaisement. Si l'opposant Ousmane Sonko a déjà déclaré sa candidature, le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, ne s'est toujours pas prononcé, même si certains de ses partisans lui demandent de se présenter à la prochaine élection. Quelle analyse faire de la tension politique au Sénégal? Comment parvenir à un apaisement du climat politique dans la perspective de la présidentielle de 2024? Réponse avec nos invités. La classe politique sénégalaise est en effervescence à plus d'un an de la présidentielle. Pouvoir et opposition mobilisent leurs troupes alors qu'une partie de la société civile dénonce une restriction de liberté. Suivant les explications de Dili Diko. Le Sénégal a vécu une rentrée parlementaire agitée avec des députés révoltés. En septembre dernier, pendant la première séance du nouveau Parlement, suite aux législatives de juillet, lors desquelles le camp présidentiel a perdu la majorité absolue, les représentants du peuple en sont venus aux mains. Dans la rue, les Sénégalais ont qualifié les résultats de signal fort pour le parti au pouvoir qui a perdu face à une coalition d'opposition. Les résultats ont parlé et c'est pas mal du tout puisque les Sénégalais ont voté la plupart du temps pour la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu. Donc ce qui veut dire que peut-être que c'est un signal fort à l'endroit du parti au pouvoir, à savoir la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc j'espère que le message est bien passé, quoi. Après ces tensions, l'attention s'est portée début novembre sur l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang, accusé de divulgation de documents militaires. La société civile et les syndicats de la presse ont tenu des rassemblements pour réclamer sa libération sans condition. Nous avons également fait savoir à l'État du Sénégal, au gouvernement sénégalais, qu'il était hors de question qu'en 2022 encore, qu'il y ait des Sénégalais, des journalistes précisément, qui soient emprisonnés pour des délits de presse. Nous voulons que cela cesse et nous demandons à l'État du Sénégal, nous demandons principalement à nos gouvernants de libérer tous les otages, notamment Pape Alé Niang qui a été détenu pour des délits de presse. Mais le pouvoir est resté jusqu'à là insensible sur le dossier. À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2024, le président Macky Sall n'a toujours pas dit s'il compte se porter candidat. Son silence donne lieu à beaucoup de spéculations et les relations entre l'opposition et le pouvoir sont au plus bas. Fin octobre, au Forum international de Dakar, interrogé sur le refus de nombreux pays africains de prendre parti dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, Macky Sall a eu les mots justes pour plaire au public lorsqu'il a souligné l'indifférence internationale face aux agressions que subit le continent africain. Mais les Africains ils disent au même moment que l'Ukraine est en guerre, est envahie, est agressée. Mais l'Afrique est permanemment agressée par le terrorisme international. Pour le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle en août, bien que sous le coup d'une procédure judiciaire pour viol présumé, le sortant Macky Sall n'a aucune chance. Nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il lui reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. Au Sénégal, les tensions politiques se sont fait sentir tout le long de l'année et tout laisse à croire qu'en 2023, les Sénégalais pourraient ne pas être épargnés de nouveaux remous.
Merci beaucoup, Dili. Et à présent, le débat avec moi ici en studio, Awa Ba. Awa, bonsoir. Bonsoir, Abdelrahman. Alors, vous êtes la directrice pays de OSIWA, l'Open Society for West Africa. Avec moi également, Mamadou Thior. Mamadou Thior, bonsoir. Bonsoir, Abdelrahman. Alors, vous êtes journaliste et analyste politique, observateur de la scène politique sénégalaise. Je démarre avec vous, Awa. Le débat politique sénégalais a, c'est vrai, il a toujours été animé et contradictoire, mais on constate une certaine virulence, certains diraient même une certaine violence dans le débat, dans le discours. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, bon, je dirais que ce n'est pas nouveau, surtout que nous sommes à moins d'1 an, disons à près de 18 mois, sinon moins, d'une échéance électorale. Et en des périodes comme ça, la tension monte toujours parce que des ambitions, il y a un clash d'ambitions, des ambitions se positionnent, des candidats ou de probables candidats, et les partis politiques et les hommes et les femmes politiques font monter les enchères. Maintenant, ici, ajoute quand même que ceci se passe dans un contexte aussi assez particulier pour le monde, pour l'Afrique et pour le Sénégal. Un contexte de crise économique, une sortie d'une pandémie qui a beaucoup entamé nos économies, qui a contribué à davantage fragiliser nos sociétés, surtout les couches les plus défavorisées. Une aggravation du chômage, où il y a un chômage qui est plus prégnant, une baisse des pouvoirs d'achat. Avec la crise ukrainienne, nous avons vu l'inflation, comment est-ce que l'inflation impacte sur la vie, comme on dit ici, le panier de la ménagère, avec un renchérissement des prix, avec aussi une rareté de certains produits. Et tout cela contribue à créer une situation assez délétère parce que les hommes et les femmes politiques profitent de ces situations-là pour justement jeter le peuple sur l'un et l'autre. Est-ce que c'est une raison pour mettre de côté la civilité? Non, ce n'est pas une raison. Ce que j'ai omis de dire, c'est qu'aussi il y a quand même, disons, une montée de la violence. La violence politique n'est pas nouvelle sur la scène politique sénégalaise. Mais nous avons l'impression que quand même il y a une montée de la violence verbale. Avec maintenant les réseaux sociaux, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet d'amplification qui n'a jamais été égalé. Donc, et puis, il y a aussi un clash de génération entre hommes et femmes politiques. Nous avons des jeunes qui sont sur la scène politique, qui n'étaient pas là, des antisystèmes comme ils le disent, et aussi une violence d'État, il faut le dire, une violence d'État qui entraîne une violence physique ou une violence verbale. Donc il y a vraiment tout un faisceau d'ingrédients qui font que nous avons une situation électorale assez difficile, assez violente, et nous avons besoin d'un apaisement par justement des débats d'idées sur les questions qui intéressent, dont j'ai parlé, et d'autres qui intéressent les citoyens, ramener le débat politique autour de civilité, mais surtout aux questions de société. C'est cela que nous appelons auprès des acteurs politiques. D'accord. Mamadou, le niveau du débat politique actuel, est-il celui que vous attendiez en tant que journaliste et observateur? Non, pas du tout, parce que le niveau est déplorable, et ça, il faut le dénoncer. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal, quand même, souvent je le dis toujours, géographiquement parlant, c'est peut-être un petit pays, mais de par ses ressources humaines, c'est un très grand pays. Rien qu'à aller. On parlait de pays du dialogue. Oui, sur la scène internationale. Donc, quand on voit où on en est au niveau du débat politique, c'est très regrettable. Et je pense que ce que disait Awa, c'est la violence qui a pris le dessus. Et quand on utilise de la violence, ça veut dire qu'on est à court d'arguments. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a deux camps en France, le camp de Macky Sall et le camp de Ousmane Sonko. Et c'est deux camps irréductibles. Donc, il y a des jusqu'au-boutistes dans chaque camp. Et ça, je pense que ce face-à-face n'augure rien de bon pour notre démocratie. Mais pourquoi les leaders n'interviennent pas? On parle de jusqu'au-boutiste dans les deux camps, mais peut-être que les leaders peuvent donner le ton. Oui, je pense que souvent, ce qui a lieu de déplorer, peut-être le président Macky Sall, qui est en même temps président de son parti politique, l'APR,
bon, peut-être se dit que je ne peux pas descendre au niveau de Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, quoi qu'on puisse dire, c'est l'opposition numéro 1. Donc je pense que de ce côté-là, oui, ça aurait été une aubaine que les deux leaders puissent parler à leurs troupes, parce que je pense que ça allait peut-être calmer les ardeurs. Mais aujourd'hui, plus on s'achemine vers 2024, plus les ambitions s'affirment et plus les positions sont irréconciliables. Et je pense que, bon, 2012 n'est pas loin. On avait peur pour 2012. Heureusement, bon, le génie sénégalais est passé par là, mais qui nous dit, peut-être, nous pouvons être optimistes, parce que souvent, quand on pense qu'on a atteint le mur, c'est là où les Sénégalais montrent qu'ils sont vraiment un grand peuple. D'accord, justement, parlant d'optimisme, peut-être que tout cela, même si on parle de violence verbale, peut-être tout cela est à mettre aussi à l'actif d'une certaine liberté d'expression, nous diraient certains. Vous êtes d'accord? Oui, quand même, le Sénégal a vécu une certaine maturité démocratique que l'on voit, qui est un vécu, et qui fait qu'on a un champ politique, on a, disons, une scène politique assez active où les opinions s'expriment, ce qui est normal. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit vraiment de manière plus mûre, parce que là, c'est un tohu-bohu extraordinaire, mais on n'entend pas de débat de société. On n'entend pas, voilà, on ne s'écoute pas, mais surtout on n'entend pas d'offres politiques. Ce sont des invectives, ce sont des camps qui s'affrontent, et moins sur le plan des idées ou sur les plans de débat d'idées ou d'offres d'alternatives. Par exemple, pour ceux qui aspirent à conquérir le pouvoir, on n'a pas un climat sain, on n'a pas des espaces sains, que ce soit dans les médias ou dans d'autres espaces publics, où on débat des questions de société, de leur offre. De la même manière, pour le camp qui est là du pouvoir, qui veut conserver le pouvoir aussi, c'est la même chose. Ce sont des attaques contre des personnes, ce sont des débats rat-pacarette. C'est ça qui est dommage. C'est vrai que l'espace est ouvert d'une certaine façon. Il y a un bémol à ça. Et je sais qu'on va y venir. L'espace est ouvert. Il y a des espaces d'expression, il y a une liberté de participation politique, débat démocratique et tout. Mais malheureusement, le niveau, comme le disait Mamadou, est en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'un pays comme le Sénégal, qui quand même a, disons, plus de 2 décennies d'alternance, qui a connu le multipartisme depuis les années 80, avant les conférences nationales. Donc un pays qui devait être à un niveau supérieur en matière de démocratie participative. C'est ça, malheureusement, ce que je déplore. D'accord. Alors Mamadou, justement, parlant de liberté, la détention du journaliste chroniqueur Pape Alé Niang et d'autres activistes a donné lieu à de vives protestations de la société civile et du corps de la presse. Selon vous, la liberté d'expression est-elle menacée? Non, on ne peut pas dire que la liberté d'expression est menacée, parce que vous avez vu, par exemple, sur le cas de notre confrère Pape Alé Niang, la mobilisation d'une frange importante du secteur des médias pour dire le ras-le-bol par rapport à son arrestation jugée arbitraire. Donc ça montre qu'aujourd'hui, les gens défendent cette liberté d'expression-là, au-delà des acteurs des médias que nous sommes. Parce que moi, j'étais à la marche, donc on a vu les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais sont venus spontanément. Donc défendre cette liberté d'expression-là. Et je pense que c'est quelque chose à saluer. Parce que la dernière fois qu'il y a eu une telle mobilisation, c'était en 2004. C'était un autre confrère Madiambal qui a été arrêté, un peu dans les mêmes conditions que Pape Alé Niang. Donc nous nous sommes mobilisés à l'époque et nous avons remis ça, parce que nous disons que la liberté d'expression, la liberté de presse n'est pas négociable. Et ça, nous ne transigeons pas là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez vu qu'en tant qu'organisation des médias, les gens sont mobilisés pour vraiment le faire sortir de là où il est, parce que nous pensons que pour un journaliste, l'arrêter dans le cadre de son travail, les délits de presse, c'est passé d'époque. Parce que vous regardez beaucoup de pays de la sous-région. Il y avait d'autres moyens. Oui, il y avait d'autres moyens. Ça, par exemple, le CORED
je mets un peu ma casquette de président du CORED, c'est une question le conseil, pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. Par exemple, la question de Pape Alé Niang aurait pu être traitée, le gouvernement aurait pu faire l'option de venir vers le CORED et on ne se serait pas deviné. D'accord. Alors, Awa, je pose un peu la même question. Y a-t-il une menace sur les libertés civiles au Sénégal? Je dirais sans embâche oui, parce que quand même, depuis quelques années, à l'instar de ce que l'on voit dans la région et partout ailleurs, hein, il y a un rétrécissement de l'espace civique et le Sénégal n'y échappe pas. Pape Alé Niang est le énième journaliste qui a été arrêté. Il y a aussi des activistes. Nous avons d'autres, voilà ce que j'allais dire, j'avais d'autres activistes. Et encore une fois, c'est en déphasage avec le parcours du Sénégal en matière de liberté et en matière de démocratie. Le pouvoir dit qu'il ne faut pas qu'on abuse de notre liberté et que nul n'est au-dessus de la loi. Qu'est-ce que vous avez Oui, à dire? nous sommes d'accord, nul n'est au-dessus de la loi, mais empêcher les citoyens de marcher, parce qu'on a vu beaucoup d'interdictions de marche ici au Sénégal. C'est très rare que les autorités administratives autorisent des marches. On voit beaucoup d'activistes arrêtés, on voit des journalistes arrêtés. Et c'est anormal pour une démocratie comme le Sénégal. Nous avons notre constitution, nous avons une loi, un code de la presse, qui lorsqu'il a été voté en 2010, mais le grand débat, c'était sur la dépénalisation des délits de presse. Absolument. Et malheureusement, c'est un des points sur lesquels le code de la il y a achoppé. Et d'ailleurs, qui a même retardé le vote l'adoption de ce code-là. Et nous avons des dispositions dans notre constitution, comme l'article 80, on en a parlé et reparlé, qui font que offense au chef de l'État, trouble à l'ordre public. Il y a des dispositions dans certains corps législatifs sénégalais qui sont en déphasage avec l'aspiration de notre pays en matière. Et il ne faut pas oublier, le Sénégal est quand même dans une sous-région qui est assez bouillante. Et le Sénégal doit servir d'exemple. Le Sénégal doit continuer à mettre la barre très haut pour tirer certains pays vers le haut. Mais quand les libertés, l'expression des libertés se tasse ou est menacée sur le Sénégal, ce n'est pas seulement sur le Sénégal que ça va se répéter, mais c'est sur toute la sous-région et ailleurs. Et comme je le disais, malheureusement, c'est un environnement global où on note la montée des radicalismes, l'autoritarisme qui monte. Maintenant, on a des autoritarismes électoraux, c'est-à-dire que des présidents qui sont élus, mais qui agissent comme des régimes autoritaires. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche, à Kinshasa. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle mes invités ici en studio avec moi Awaba, directrice pays de OSIWA, Open Society for West Africa. Également toujours en studio Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Alors Hawa, on a un peu l'impression de vivre une pré-campagne avec d'un côté le Nemeko Tour de Ousmane Sonko, l'opposant Ousmane Sonko, qui était en tournée dans différentes régions du pays, et de l'autre, l'APR, le parti au pouvoir, qui relance la vente de cartes de membres de ses militants. Mais la question en suspens un peu, c'est la candidature ou non du président Macky Sall, même s'il n'a rien dit. Le débat est là. C'est un débat prématuré ou normal? Malheureusement, c'est un débat qui a été installé depuis au lendemain des élections, de l'élection présidentielle de 2019. C'était trop tôt. Et c'est un débat, justement, qui a prolongé le pays dans une campagne électorale continue pendant tout le quinquennat du président Macky Sall. Nous aurions pu nous en passer parce que nous voyons à quel point ça sape tout et ça pollue l'ambiance.
Et nous aurions aussi pu nous en passer parce que, comme on le disait tantôt, le Sénégal quand même devrait être à un autre niveau de démocratie. Mais bon, malheureusement, c'est ça, c'est une question, c'est une grande inconnue, quoique il y a des signaux qui laissent penser que il pourrait être tenté d'être, le président Macky Sall pourrait être tenté d'être candidat à une troisième candidature ou pour un troisième mandat. Mais c'est dommage quand même que l'on soit plongé dans une campagne électorale permanente. Bon, maintenant, nous sommes, l'élection présidentielle, c'est en février 2024, donc c'est très bientôt. Et nous devrions être édifiés sous peu parce que, effectivement, toutes les personnes, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, a déjà annoncé sa candidature. Je suis sûre que tous les autres prétendants ne manqueront pas de se prononcer. Et je suis sûre aussi que les citoyens sont très à l'écoute pour savoir si le président Macky Sall désire briguer un troisième mandat ou non. Et vous, Mamadou, comment voyez-vous tout ce débat sur une candidature ou non du président Macky Sall? Doit-il éclairer l'opinion maintenant ou... Oui, je pense que même pour le bien de son parti, de sa coalition, parce qu'une élection présidentielle, ça ne se prépare pas en 2 mois. Je pense que si tant est qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, comme Issoufou l'a fait, Issoufou a préparé Bazoum presque pendant 3 ans. Donc, s'il doit avoir un dauphin, il faut y aller très tôt. Mais on est à quoi? À peut-être 14 mois de l'élection. Bon, de plus en plus, moi j'ai dit toujours, on s'en tient à ses propos du 31 décembre 2018, à la veille de sa réélection. Il avait clairement dit qu'il s'il est réélu, il en sera à son 2e et dernier mandat, en bon français, ce qu'on appelle second mandat. Donc, depuis lors, quand il a été réélu, le ni oui ni non est venu. Même, il faut s'en tenir à ce qu'il a dit. Maintenant, les pressions, comme le disait Awa, dans son camp, il y a de fortes pressions. Est-ce qu'il va pouvoir faire face? Parce que de plus en plus, les gens sont en train de l'investir pour dire que Bonamala, il sera leur candidat. C'est donc au président Macky Sall de décider en âme et conscience. Et là, je pense que l'exemple parfait, c'est ce qu'on a vécu en 2011-2012, la 3e candidature de Wade, et on a frôlé le pire. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc c'est à lui de décider. Justement, pourquoi le débat sur le mandat présidentiel est récurrent au Sénégal alors qu'on ne l'entend plus dans des pays comme le Cap-Vert, le Ghana ou même le Nigeria? Oui, mais malheureusement, c'est une tare, disons, des pays francophones. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, récemment avec le président Ouattara, la même question, le même problème s'est posé en Guinée, et c'est dommage. Heureusement qu'il y a eu le Niger avec Issoufou. Et là encore, c'est une faiblesse de nos... On ne sait pas encore pour le Sénégal. On ne sait pas encore pour le Sénégal, mais il y a des signaux inquiétants. Il y a des signaux inquiétants. Et le fait d'entretenir un peu le doute, et moi je ne suis même pas sûre que ceux qui s'agitent dans le parti du président sont des éléments isolés qui parlent pour eux-mêmes. Nous savons comment ça marche en général. Hein. Ce sont des seconds couteaux, ce sont des gens qui sont envoyés, qui font des ballons, qui jettent des ballons de sonde et tout et tout. Et c'est dommage parce que, comme vous le disiez, Abdourahmane, le Sénégal devait être à un autre niveau. Mais ce qui se passe malheureusement dans nos pays, c'est que nous avons des constitutions qui sont fragiles, qui sont très malléables. Les articles, les dispositions des constitutions sont rédigées de telle façon qu'il y a toujours une possibilité de manipuler, d'interpréter, et c'est fait à dessein. Moi, je pense que la Constitution du Sénégal a été écrite, ou ces dispositions-là ont été écrites à dessein, de telle sorte que ça laisse place à une interprétation. Mais comme l'a dit Mamadou, c'est une question morale. Pour moi, on doit même sortir du débat juridique. C'est une question morale. Et c'est aussi une question par rapport à la maturité démocratique du Sénégal. On a vu vraiment dans beaucoup de pays, dans la sous-région et ailleurs. Et nous ne devions plus en être à un niveau où on est en train de débattre est-ce que le président a un droit à un second mandat ou non. Nous avons malheureusement des hommes et des femmes politiques, comme toujours, hein, qui aiment entretenir le flou et qui violent
et c'est ça qui amène toutes les déstabilisations que l'on voit dans la sous-région ailleurs. Nous avons par exemple la CEDEAO qui a voulu récemment, qui a eu 2 tentatives pour introduire dans le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections, la limitation de mandat. Et ce que je disais, c'est que le président Macky Sall envoie des signaux inquiétants. Le Sénégal fait partie, cette fois-ci, c'était au mois d'août, avec le Togo et la Gambie, des pays qui ont bloqué l'introduction de cette disposition-là pour la limitation de mandat. Et ça, c'est très... Et la Côte d'Ivoire, ça, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Et pour moi, je disais qu'au-delà même du juridisme, c'est une question morale. Et c'est une question de respect de sa parole, mais c'est aussi une question par rapport à la maturité démocratique du Sénégal. Nous ne devions pas être dans cette histoire de débat. Chaque fois que le pays vit une période de tension électorale, les électeurs, en fait, finissent par avoir le dernier mot en faisant le choix dans le calme. Y a-t-il un déphasage entre le peuple et sa classe politique? Moi, je pense qu'il y a le défunt Mohamed Mbodj du Forum civil qui disait que le Sénégal, les citoyens sont en avance, sont plus démocrates et sont en avance sur les hommes et les femmes politiques. Et je ne peux que répéter ça. Mais quand même, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que les violences, les personnes qui sont tuées, le coup d'arrêt ou disons tout ce que ça implique comme dans nos économies, comme le blocage du pays, on peut s'en passer. On peut s'en passer et ne pas attendre l'arbitrage des citoyens. Je pense que si le président Macky Sall aujourd'hui veut laisser, disons, un legs magistral pour lui, pour le pays, et pour redonner confiance en la démocratie. Parce que la démocratie dans notre sous-région et ailleurs, et aujourd'hui est en crise. Mais pour redonner confiance en la démocratie, je pense que l'un des plus grands legs qu'il peut faire à ce peuple et à l'Afrique et aux Africains, c'est de dépasser cette histoire de 3e mandat, ne même pas avoir à aller être aux urnes pour que le peuple tranche. Qu'on n'y arrive pas. D'accord. Mamadou? Oui, ça c'est comme l'a dit Awa, hein. Moi je pense qu'il a plus à perdre dans cette histoire de 3e mandat. Et oui, en parlant des Sénégalais, quand ils sont en avance, regardez, en 2012, on a frôlé les pires, mais nous en sommes sortis en tant que pays démocratique et pays mature. Et il y a une composante que Macky Sall et ses partisans ne doivent pas perdre de vue. Et que dans l'ADN des Sénégalais, 3e mandat n'est pas inclus dedans. Je pense qu'ils doivent beaucoup y réfléchir pour, comme je le disais tout à l'heure, savoir que peut-être le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que, comme l'ont dit certains, Macky Sall aujourd'hui, s'il s'en tient à son engagement moral, mais il a un avenir radié sur la scène internationale. Donc, est-ce que ça vaut la peine de forcer et peut-être d'échouer? Et vous regardez le cas de Wade. Wade aurait pu être un patriarche s'il n'avait pas forcé sur le 3e mandat. Depuis 2012, Wade presque est devenu anonyme, alors qu'il y a eu beaucoup de crises où il aurait pu jouer les médiateurs. Mais parce qu'à un certain moment, il faut savoir raison garder. Je pense que le président Macky Sall est bien placé, étant un disciple de Wade, ce qui lui est arrivé quand il a forcé sur le 3. Personne n'attendait Macky Sall pour remplacer Abdoulaye Wade. On l'a dit en 2012, on ne l'a pas vu venir, mais parce qu'à un certain moment, quand les gens en ont marre d'un régime, mais ils choisissent le premier venu. Donc ça aussi, il faut, dans une démocratie, c'est un cycle. Souvent, comme on va parler des anglophones qui sont toujours en avant chez nous, les mandats de 5 ans sont révolus au Ghana et au Nigeria. C'est des mandats de 4 ans, maximum 8 ans, vous laissez la place à un autre. Parce qu'au bout de 10 ans, vous êtes essoufflé, les gens ont envie de voir autre chose. Voilà, en tout cas, un débat à suivre. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre page Facebook et sur notre site voafrique.com. Merci à Khalil Gueye et à son équipe pour la réalisation de cette 2e émission ici à Dakar, dans le studio de B-News International. À très bientôt. Au revoir. Je suis Mohamed Diop à Nouakchott pour VOA Afrique.